Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce module 2 de notre formation sur la maîtrise des techniques de recouvrement amiable des créances clients. Écoutez, je suis très heureux une fois de plus de partager des moments uniques avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder le module 2 dans lequel nous allons parler de la connaissance du débiteur et enfin nous allons clôturer en voyant les outils formels et informels du recouvrement amiable des créances. Alors, nous sommes tous, nous savons tous, autant pour moi, que le client doit être l'attention majeure. L'attention majeure pour une entreprise désireuse d'être pérenne. Lorsque Sam Walton déclare il n'y a qu'un patron, le client, et il peut licencier tout le personnel, depuis le directeur jusqu'à l'employé, tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs, c'est dire clairement que la véritable matière première d'une entreprise, c'est le client. Prenons quelques exemples pour éclaircir mieux notre citation. Nous savons que les banques, de manière simple, sont des personnes morales qui font le commerce de l'argent, c'est-à-dire les agents à capacité de financement, encore appelés épargnants, viennent déposer leur argent dans les comptes bancaires pour épargner en vue d'un investissement futur. Tandis que les agents à besoin de financement sont les opérateurs économiques qui vont dans les banques pour emprunter de l'argent pour financer leurs projets. La banque, dans ce cas d'espèce, joue le rôle d'intermédiation financière entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Compte tenu que la banque est une entreprise qui doit payer les charges, à savoir la lumière, le loyer, l'eau et les charges du personnel que nous appelons communément salaire, elle doit octroyer beaucoup de crédits ou bien vendre beaucoup de produits bancaires afin que les intérêts qu'elle versera aux épargnants ne puissent pas plomber son résultat. Cela s'appelle techniquement le produit net bancaire. Au regard de ce qui précède, il est clair que le client est la matière première de la banque. Il est celui-là qui permet aux employés de la banque d'être payés. Si tous les clients décident de retirer leur argent de manière simultanée dans une banque quelconque, il va sans dire que la banque va fermer. Car personne ne va plus épargner du fait du manque de confiance, né de la psychose ou de la psychologie des clients, moins encore consommer le crédit ni souscrire aux produits bancaires qui sont l'essence même de l'activité bancaire. Par ailleurs, la banque va souffrir d'une insuffisance ou carence de trésorerie qui va entraîner ce qu'on appelle la cessation de paiement. Prenons une société commerciale qui a pour objectif de vendre des produits. Ceux qui achètent les produits, ce sont les clients. Si la société ne parvient plus à vendre ses produits à cause du mécontentement des clients, du mécontentement des clients par rapport au mauvais service, la structure va fermer inévitablement. La leçon que nous pouvons déjà tirer de ces deux exemples est qu'il faut bien entretenir le client. Un client bien reçu, bien servi, bref, un client satisfait du service rendu devient l'ambassadeur de l'entreprise. Lorsqu'une entreprise a un bon service client, ses ventes augmentent inévitablement. Car le client se sent roi, il se sent chez lui et de manière naturelle, il recommande facilement l'entreprise à un autre prospect ou suspect qui peut être son ami, son collègue
etc. L'entreprise se doit donc d'avoir de bonnes stratégies pour faire vivre au client une expérience unique lorsqu'il vient pour acheter un produit, prendre un renseignement ou bien pour une opération quelconque. Ma petite expérience dans le milieu professionnel et particulièrement dans l'environnement bancaire m'a beaucoup outillé et permis de comprendre que la bienveillance est un formidable atout pour le gestionnaire ou le chargé clientèle. Par ailleurs, j'ai constaté qu'une entreprise qui fait du client la prunelle de ses yeux, qui traite le client avec autant d'attention, n'est jamais perdante. Mais une entreprise qui fait vivre à ses clients des expériences frustrantes est toujours perdante. Au regard donc de ce qui précède, il est clair que la connaissance du client dans le secteur bancaire commence dès l'entrée en relation d'affaires financières avec la banque au travers de l'ouverture du compte. C'est une étape très cruciale. Je vais vous parler d'une notion qu'on appelle communément la notion Know Your Customer, encore abrégé KYC. Le Know Your Customer est une diligence que doivent suivre les institutions financières pour identifier leurs clients et obtenir d'eux des informations appropriées et pertinentes avant d'entrer en relation d'affaires financières avec eux. Cette politique est importante parce qu'elle empêche la fraude, le vol d'identité, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le blanchiment des capitaux peut se définir comme l'infraction qui consiste à dissimuler l'argent, autant pour moi, obtenu d'activités illicites telles que le trafic de drogue, la corruption, l'extorsion. Si nous pouvons citer que ces quelques exemples. Le blanchiment d'argent revêt principalement trois grandes formes, à savoir le placement, l'empillage et l'intégration. En ce qui concerne le placement, c'est le fait pour une personne qui blanchit l'argent d'introduire ses bénéfices illégaux dans un système financier. Cela peut se faire en fractionnant de grosses quantités d'espèces pour obtenir des sommes plus petites et moins suspectes qui sont alors déposées directement dans un compte bancaire ou en faisant l'acquisition de divers instruments monétaires, à savoir les chèques, les ordres de virement, pour ne citer que cela, qui sont ensuite collectés et disposés sur des comptes en d'autres lieux. Ensuite, nous avons la technique de l'empillage, qui est une technique permettant le blanchiment d'argent en recourant à des moyens complexes, conjugués à des transactions financières multiples. La technique de l'empillage va ainsi solliciter des sociétés écrans et des paradis fiscaux. L'objectif de cette technique est de rendre difficile l'identification et l'origine des fonds. Et enfin, nous avons la technique de l'intégration qui consiste bien évidemment à dépenser les fonds illégalement introduits à travers les investissements dans l'économie légale dans différents projets rentables. J'ai tenu à revenir un peu sur la notion de blanchiment d'argent parce que un chargé clientèle peut être confronté à une situation selon laquelle un client vient blanchir de l'argent en ouvrant un compte à travers le dépôt d'une forte somme. Le client devra, dans le cas d'espèce, justifier la provenance de cet argent. C'est pour cette raison que dans
les structures financières, lorsque vous venez déposer de l'argent, vous allez toujours voir dans les bordereaux de versement, il y a une place laissée pour la mention origine des fonds. Le chargé clientèle doit prendre la peine de poser les questions dans ce contexte-là qui permettront de mieux connaître son futur partenaire d'affaires. Nous allons donc commencer par parler de notre premier point qui est la connaissance du débiteur ou bien la connaissance de l'emprunteur. Il est important de souligner qu'il y a deux types de clients, les personnes physiques et les personnes morales. Lorsqu'un agent de crédit est en face d'un demandeur de crédit, il doit exploiter les informations du dossier. C'est-à-dire, il doit faire une lecture approfondie du dossier et apprécier les informations qu'il recueille. Bref, il doit savoir s'il peut faire confiance au demandeur. Alors, il y a des facteurs à analyser pour mieux connaître son client. Nous pouvons citer à titre d'exemple la personnalité de l'emprunteur, la solvabilité de l'emprunteur, le fonctionnement du compte et les prévisions financières. Premièrement, en ce qui concerne la personne physique, il sera ici question de vérifier les éléments tels que la capacité du demandeur, dans laquelle nous pourrons par exemple voir la validité de la CNI du demandeur, son numéro de téléphone, le plan de localisation de son domicile, qui sont des éléments qu'on retrouve souvent dans les documents d'ouverture de compte. Quant à la personne morale, l'agent de crédit devra vérifier les statuts, les documents d'inscription au registre de commerce, la notification d'agrément par exemple, ou bien les documents fiscaux. La connaissance du client ne doit pas seulement s'arrêter là, mais l'agent de crédit doit pousser son expertise en vérifiant la compétence technique du client dans la gestion de son affaire. Il devra par exemple se poser les questions de savoir quelle est son ancienneté dans la profession, quelle expérience le client a-t-il dans son affaire, quelle est la situation familiale du client, est-il marié ou célibataire, est-il propriétaire ou bien locataire. Le plus important pour l'agent de crédit est de connaître si le client est de bonne moralité ou de mauvaise moralité. C'est la partie la plus importante du métier de banquier et dont aucune université, je dirais, n'a le module de formation. Alors l'officier de crédit devra ici être très astucieux car l'environnement bancaire en Afrique est difficile à cause des clients débiteurs dans plusieurs structures financières. Il faut, dans le cas d'espèce, poser des questions croisées au client en étant attentif à ses réponses. Si l'officier de crédit constate qu'il y a trop de contradictions, il est souhaitable de ne pas prendre les risques sur le dossier. L'officier de crédit, dans son analyse, devra aussi vérifier la tenue des engagements passés du client, enquêter auprès des tiers, dans les fournisseurs au client, se renseigner auprès d'autres banques, vérifier par exemple la liste noire de la BA, vérifier le fichier des incidents de paiement, vérifier le fichier national des incidents de remboursement,
de crédit aux particuliers. Nous allons donc, après avoir analysé la personnalité de l'emprunteur, il est souhaitable que nous voyons maintenant la solvabilité de l'emprunteur. Pour examiner ensuite la solvabilité du client demandeur de crédit, l'officier de crédit devra faire, par exemple, une visite d'exploitation et faire un rapport de visite d'activité. Il devra évaluer le stock du client et aussi la garantie. Donc, faire une visite de la garantie et faire un rapport de visite de garantie. Il est important de dire que l'analyse de la solvabilité du client a pour but de voir si le dit demandeur a des moyens de rembourser le crédit sollicité, c'est-à-dire s'il a du répondant. Enfin, ensuite, autant pour moi, il faut analyser les prévisions financières du client. Et enfin, il faut analyser le fonctionnement du compte du client. Cela permettra à l'officier de crédit de voir si le client a des difficultés de trésorerie ou pas. Donc ici, dans l'analyse du fonctionnement du compte, il va s'attarder sur les mouvements, par exemple, créditeurs que le client a fait durant une période donnée pour juger de sa capacité de remboursement, par exemple. Il faut toujours demander au client s'il n'a pas un compte bancaire dans une autre structure financière afin d'analyser ses mouvements ou ses transactions chez les confrères. N'oubliez pas surtout de demander l'attestation de non-redevance si le client possède d'autres comptes bancaires. Ceci afin de ne pas surendetter le client, car il est aussi de la responsabilité du banquier de s'assurer qu'il ne participe pas à la faillite du client en le surendettant. Par ailleurs, il y a beaucoup de petites questions que l'officier de crédit doit se poser en analysant un dossier de crédit. C'est afin de mieux connaître, je dirais, le client qu'il a en face de lui. Nous pouvons citer à titre d'exemple comment le client est entré en relation avec la structure financière. Est-ce qu'il a été prospecté ou bien il est venu en agence après avoir suivi les informations sur le crédit, ou bien a-t-il été recommandé? Quelle est l'activité du client, par exemple, et quel est le besoin réel du client? Voilà un peu quelques questions que l'officier de crédit doit se poser lorsqu'il est en train de monter un dossier de crédit. Ceci pour mieux connaître vraiment le client. Alors, nous allons donc engager notre deuxième partie de ce module dans lequel nous parlons des outils informels du recouvrement amiable et des outils formels du recouvrement amiable. Mais nous allons d'abord commencer par parler des outils informels du recouvrement amiable. Alors, comme outil informel du recouvrement amiable, nous avons les appels téléphoniques. Les appels téléphoniques sont dirigés vers deux personnes. Premièrement, l'appel téléphonique est dirigé vers le débiteur principal. Lorsqu'on voit que le débiteur principal ne réagit pas par rapport à sa dette, donc par rapport à sa traite, s'il ne réagit pas, on peut aussi saisir ou bien appeler l'avalice ou la caution
pour lui signaler déjà la défaillance du débiteur principal afin que ce dernier puisse mettre un peu de pression auprès du débiteur principal. C'est souvent important pour que celui-ci puisse venir verser la traite. Comme deuxième outil informel dans le recouvrement amiable, il y a par exemple les descentes sur le terrain. J'ai dit, je crois que c'est dans la vidéo précédente, que la dette est quérable. Quérable, pourquoi? Parce que parfois, les clients, il y a certains clients qui attendent souvent qu'on descend sur le terrain pour faire le recouvrement. Parce que selon eux, il y a certains qui aiment le dire, qui n'ont pas le temps pour venir en agence pour faire le versement. Mais il faut cultiver déjà cette habitude de dire aux clients de faire les versements de manière, je vais dire, de manière continuelle, en vue d'amortir sa dette. Parce que si par exemple vous avez un client qui a une traite qui doit payer à la fin du mois et que vous lui dites, monsieur, je sais que au lieu d'enlever par exemple 150 000 francs pour payer votre traite à la fin du mois, ça, que vous puissiez diviser votre traite en 4. Donc, vous puissiez verser de manière hebdomadaire. Chaque semaine, vous faites un versement. Cela fait en sorte que à la fin du mois, à la date ou bien à la dernière semaine du mois, vous n'aurez pas de pression. Et en termes de pression psychologique même, la pression psychologique ne sera pas très élevée. Mais lorsque un client sait que non, il part verser 150 000, parfois psychologiquement, ça pèse souvent. Il y a certains clients qui ont des difficultés parfois à faire de tels versements. Raison pour laquelle il faut cultiver ou bien éduquer le client, le débiteur, à venir faire les versements chaque semaine pour amortir sa traite. Donc, en termes de descente sur le terrain, comme je le disais, on peut faire la descente sur le lieu d'activité pour visiter le client et pour pouvoir entrer en possession des fonds. Ou bien si on voit que c'est un client qui est délinquant, que lorsqu'il voit que le service de recouvrement ou bien le service de recouvrement descend sur le terrain pour recueillir la créance et qu'il décide de ne pas être là à ce moment, à cet instant T-là, il est important donc de maîtriser le domicile du client pour pouvoir descendre chez lui afin de pouvoir l'interpeller par rapport au versement qu'il doit faire. Et aussi, j'ajouterais que le recouvrement est une affaire qui se fait en visu. Donc, en visu, pourquoi? Parce qu'il faut être en contact, face à face avec le client. C'est pas que vous prenez votre téléphone. Parfois, ça peut payer de prendre le téléphone, rappeler au client sa date d'échéance. Mais lorsqu'un client est délinquant, il est toujours bien de descendre sur le terrain pour pouvoir interpeller le client et faire le recouvrement. Nous allons donc aborder les outils formels non coercitifs du recouvrement. Comme outil formel non coercitif, nous pouvons citer à titre d'exemple la lettre d'information. C'est une correspondance adressée au débiteur afin de porter à sa connaissance le montant de sa dette ainsi que le délai de réaction attendu.
il faut adresser ce courrier-là au débiteur et aussi à la valise. Ensuite, nous avons la lettre de relance. La lettre de relance, quant à elle, c'est une correspondance qui intervient immédiatement en cas de non-réaction du débiteur dans les délais indiqués dans la lettre d'information qui est de 3 jours. Nous avons la lettre de mise en demeure. La lettre de mise en demeure, quant à elle, c'est un acte comminatoire par lequel le créancier demande au débiteur de payer sa dette. Le délai est souvent de 8 jours donné au débiteur. Et nous avons enfin la sommation de payer. C'est un acte extrajudiciaire préparé par un huissier de justice qui ordonne au débiteur d'exécuter son obligation vis-à-vis du créancier. Le délai ici, c'est de soit 3 jours, soit 5 jours, soit 8 jours, selon la volonté du créancier. Et j'aimerais souligner ici que la sommation de payer ouvre la voie contentieuse. Et nous allons donc finir avec les outils formels coercitifs. Comme outil formel coercitif, j'ai noté tout simplement, j'ai décidé de vous parler tout simplement du protocole d'accord transactionnel. C'est un engagement en fait de payer une transaction, un échéancier et un accord entre les parties pour mettre fin à une éventuelle créance. Donc voilà un peu ce que je vous ai préparé pour ce module 2 dans lequel nous avons parlé de la connaissance du débiteur et des outils formels et informels du recouvrement amiable. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous donne donc rendez-vous pour le 3e et dernier module que je pense. Nous le ferons d'ici la semaine prochaine avec la grâce de Dieu. Je vous souhaite une bonne et excellente journée.